Marseille, Codis 13, le quartier général des sapeurs-pompiers. À 17 h, le colonel Grégory Allione, directeur des pompiers des Bouches-du-Rhône, fait un point météo avec son état-major. On va attaquer, bonsoir à tous. La particularité pour l'ensemble du département, c'est que l'épisode venteux qu'on pensait qu'il puisse s'arrêter jeudi va se poursuivre vendredi. Ils analysent les risques d'incendie et mettent en place les unités pour le dispositif de sécurité préventif du lendemain. Et on aura la nuit de jeudi à surveiller, avec le sujet 14 juillet, mais on y reviendra. Je vous remercie en tous les cas pour la mobilisation et puis on se retrouve certainement demain soir à 17 h, dans le meilleur des cas. Bonne soirée à tous, les gars. Mais malheureusement, on n'est pas dans le meilleur des cas. Les prévisions du colonel Grégory Allione vont s'avérer parfaitement fondées et les ennuis vont commencer. Une série d'incendies va bientôt ravager le littoral de la Côte Bleue et mettre les pompiers en difficulté. Aujourd'hui, 8 petits feux de forêt, dont 6 dus à la malveillance. Pour les pompiers, c'est une journée calme, mais ça ne va pas durer. À 21 h, on range les hélicoptères bombardiers d'eau. L'alerte est levée pour la nuit. Les pilotes ont organisé un repas dans le hangar. Le colonel Allione est présent et ces bons moments permettent de souder l'équipe avant le choc de l'été. Justement, le choc, c'est maintenant. Les pompiers, bonjour. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a un feu au-dessus de Châteauneuf-les-Martigues qui vient de démarrer à l'instant. Salut, on vous a signalé le feu qu'il y a sur Châteauneuf-les-Martigues. À l'instant, pompiers de l'environnement. Bonsoir, on vient de constater un feu vers Châteauneuf-les-Martigues, vers Baltred. À Marseille, le Codis 13 gère la crise. Il organise les secours et envoie un poste de commandement mobile sur le terrain, le Papa Charlie. KD22 Echo 1.2 du côté de Pas de la Fosse, Châteauneuf-les-Martigues, vous pouvez vérifier? Un feu vient d'être signalé le long de l'autoroute qui longe la Côte Bleue. Il est 21 h 35. Est-ce que je peux valider? Oui, c'est bon, je peux valider. Épine 2 sur Châteauneuf-les-Martigues, sud à 55, c'est confirmé. Bien reçu, je prends intervention à Châteauneuf, en Kilo Delta 22, Echo 1.2, le Ballon du Sceau, contact avec le poste 723, est-ce clair? Attention sur le feu de Châteauneuf, il est parti en cime et il commence à prendre la pente en direction du sol. Au-dessus des pompiers, Horus 13, un avion spécialement équipé pour l'aérosurveillance militaire, observe la situation et transmet ses données au Codis 13 en temps réel. Les images infrarouges d'Horus sont saisissantes. Elles montrent les pluies d'étincelles emportées par le vent qui allument de nouveaux foyers, minute après minute. La nuit, pas de Canadair. Impossible pour un avion de slalomer entre les lignes électriques ou d'amérir à l'aveugle pour remplir ses réservoirs d'eau. Alors il va falloir se débrouiller au sol. Sur place, le commandant des opérations de secours, le COS, travaille en liaison permanente avec le Codis 13 à Marseille. Au Papa Charlie, le PC terrain, ils élaborent en direct une véritable tactique militaire contre le feu. Le COS du Papa Charlie. Sur le feu de Châteauneuf, 2 urgences. 1. Protéger une antenne indispensable au trafic aérien sur l'aéroport de Marseille-Provence. 2. Empêcher l'incendie de se propager jusqu'à la Côte Bleue. La Côte Bleue, c'est un littoral de rêve. Mais si les pompiers ne réussissent pas à arrêter le feu, dans 2 heures, ce sera plutôt un cauchemar. Et demain, plus qu'un tas de cendres. 23 h 30, les choses se dégradent. La colonne de fumée brûlante aspire l'air frais et accélère encore le Mistral. C'est un cercle vicieux. Le feu crée ainsi son propre vent qui, à son tour, l'attise et porte les braises toujours plus loin. Jeunes équipiers ou vieux briscards, personne ne veut voir sa Provence brûler. Celui qu'on retrouve sur tous les incendies, c'est le lieutenant Jean-Jacques Pourchier, un pilier de la lutte contre les feux de forêt. Je suis devenu pompier pour la simple bonne raison que je suis un enfant de la terre, comme on dit, de souche paysanne par rapport à mes parents, mes grands-parents. Mais voir brûler un massif forestier, pour moi, ça ressemble à un drame. Vous risquez que je vous colle au cul sur mon coup de feu. Alors si vous êtes un négolé, ne vous affolez pas, mais il y aura une bonne raison. Malgré son caractère rugueux, ce vieux combattant du feu est apprécié de tous et reconnu pour sa perception intime de l'environnement. L'eau va nous manquer. Et c'est simple, quand je regarde la pluviométrie sur 2015, je m'aperçois qu'elle est de moitié par rapport à 2014. Donc c'est pas bon. Tous les jours, je me dis, si demain il pleut pas, si la semaine prochaine il pleut pas,
on risque d'être énormément embêté cet été au niveau des feux de forêt. Et donc, il faut que tout le monde soit mobilisé dans son esprit, qu'il puisse se dire, il risque de nous arriver un gros coup aujourd'hui. Jean-Jacques reçoit pour mission de contrôler l'élargissement du flanc droit du brasier, avec une méthode bien particulière. Avec la cellule feu tactique, les pompiers ont entièrement revisité la technique ancestrale du contre-feu et ils veulent la réhabiliter. Notre mission avec la cellule feu tactique, ça va être d'employer les anciennes méthodes, comme le faisaient les agriculteurs, comme le faisaient les bergers, de remettre en œuvre le feu contre le feu, avec, bien entendu, des méthodes qui ont été aménagées. Un vrai défi pour les pompiers quand on vous colle aussi facilement une étiquette de pyromane. Inutile de dire que l'échec n'est pas envisageable. Ça court. Ouais, on est pris sous la ligne, les gars, pris sous la ligne. Ouais. Attention quand lui va s'enflammer. Hein. C'est une des premières fois où on pratique cette manipulation sur le département. On est là pour éteindre le feu. On doit convaincre l'état-major de notre façon de travailler, bien entendu avec l'accord du directeur départemental. Alors, viens où le camion? On assiste alors à une scène étrange. Aux portes de l'enfer, la cellule feu tactique fait le tour de l'incendie en arrosant méthodiquement le sol d'essence enflammée. Allez, un camion là. Notre enjeu, c'est quoi? C'est que le feu qui arrive devant nous à 150-200 mètres ne vienne pas sauter cette piste. L'enjeu le plus important est là. Nous n'avons pas assez de camions pour travailler si nous devions lutter avec des moyens hydrauliques. Donc là, nous allons employer le feu contre le feu. Lorsque le feu va arriver à une cinquantaine de mètres de notre fond de feu, les deux feux vont s'attirer un vers l'autre. Et là, comme le foyer principal n'aura plus rien à manger, le feu se stoppera systématiquement. C'est un feu qu'on fait accélérer, qu'on fait ralentir. C'est pas le feu de forêt qui nous arrive dessus et qui, lui, va nous passer dessus comme un bulldozer. Là, c'est nous qui jouons contre le feu de forêt. La méthode fonctionne. Les broussailles en flammes s'éteignent rapidement et laissent la place à une zone appauvrie en combustible. Lorsque l'incendie arrive, il n'a plus rien à brûler et ralentit sa course. On prend la piste. On prend la piste là. Là, par ce chemin-là, là. Oui. Profitant de l'accalmie, 2 CCF, des camions citernes feu, dont le numéro 9 de la caserne de Martigues, s'enfoncent dans les bois pour aller défendre un vallon isolé, sans se douter qu'il court à la catastrophe. Alors que les camions s'éloignent, le commandant des opérations de secours, le COS, choisit de regrouper ses troupes sur une ligne d'appui infranchissable pour le feu. Les camions, répartis sur un chemin forestier, attendent l'arrivée du front de flammes. Les équipiers, très nerveux, commencent à tirer avec leurs lances à incendie. Mais le feu est encore hors de portée et les petites lances inefficaces. Les cadres calment leurs équipes, surveillant qu'on ne gaspille pas l'eau. Car ce qui arrive, c'est bel et bien un duel à mort entre les hommes et le feu. Au même moment, à la caserne de Luynes, l'adjudant Jean-Luc Cano et le caporal Sébastien Courquin, qui sont de garde, attendent de savoir s'ils vont être affectés au feu de Châteauneuf. Et Sébastien s'inquiète un peu de ne pas vraiment savoir ce qu'est un gros feu de forêt. Je suis arrivé chez les pompiers après les gros feux de la période 2000 jusqu'à 2010. Mon expérience est relativement limitée. J'ai été formé pour être chef d'agré, donc responsable d'un CCF. J'avoue qu'il y a une certaine appréhension, parce que n'ayant jamais fait de gros feux, devoir diriger une équipe dans un incendie conséquent, je ne sais déjà pas comment moi, seul, je pourrais réagir dans une situation comme ça. Donc avoir en plus à gérer 3 personnes, on va dire en leur insufflant un peu de confiance dans l'équipage, ça va être un défi qui serait intéressant à relever. Sur l'incendie de Châteauneuf, pour les pompiers qui attendent les flammes, c'est le calme avant la tempête. Pas pour longtemps. Au fond d'un vallon, la chaleur fait bouillir les arbres qui dégagent des vapeurs inflammables. Et brutalement, les bois s'embrasent à nouveau. La balise de détresse d'un des 2 camions isolés qui s'était éloigné retentit sur toutes les fréquences. Elle sort d'où cette détresse? Le vallon s'est spontanément embrasé autour des 2 camions. Code 13, urgent, urgent, urgent.
Une procédure d'urgence est en cours. Silence radio sur le canal 08. Quelque part dans le brasier, il y a un équipage en détresse pris par le feu. Des collègues qui vont mourir si on ne les trouve pas. Le poste qui est mis sur le canal 08, veuillez vous identifier. Le PC ne parvient pas à communiquer avec les camions isolés et le feu ne leur laisse aucun répit. Écoute, le feu arrive sur le plateau, le feu arrive sur le plateau. On a essayé de le coincer. Les lances-à-main sont trop légères pour arrêter un mur de flammes avoisinant les 1000 degrés. Ce sont les lance-canons des CCFS, des camions lourds de 13 000 litres, qui attaquent le front de l'incendie. Les équipiers qui rêvaient d'en découdre enfin avec le feu sont frustrés de se voir privés de leur combat par les camions lourds. À gauche, ça arrive fort. Ça arrive quand même assez fort. J'ai mis tous les dangers en position de départ au cas où. Sur la fréquence 08, le CODIS s'acharne à essayer de joindre les camions perdus. On a reparlé. Le poste qui est mis sur le canal 08, veuillez vous identifier. Les groupes lourds ont rabattu les flammes, mais leurs réservoirs d'eau sont vides. Il faut aller les remplir depuis une énorme citerne. Installée là par les pompiers il y a plusieurs années, en cas de besoin, elle attendait son heure. Enfin, après plusieurs minutes de silence angoissant, le CODIS a réussi à établir une liaison radio avec les camions isolés. Vous avez mis un statut de détresse, on vous écoute. CODIS 13 de CCRF, c'est parti. Nous avons été pris par le feu. Le feu est passé, tout le monde était à l'intérieur, en protection reçue. Vous vous situez où sur le feu, sur quel flanc? Nord 43, 23, 758, Est 509, 075. Voilà, Châteauneuf, ça se dégrade, on a 4 pompiers blessés. Ils ont échappé au pire. L'équipage du CCF 9 s'en sort avec des brûlures graves au visage et aux mains, mais ils ont surtout failli mourir brûlés vifs. Sur la ligne d'appui, pas de répit. Les flammes sont maintenant assez proches. L'heure de l'affrontement a sonné. Les équipiers s'enfoncent au milieu du brasier et attaquent à la lance. Flanc droit de Papa Charlie. Secteur gauche du poste. Chez les sapeurs-pompiers, le feu est personnifié comme une bête malfaisante. Flanc, cul, tête. Il va chercher à grossir, à s'élargir par les flancs, à se régénérer par l'arrière. La tête, c'est la mort en direct qui progresse en dévorant tout face à elle. Sur le flanc droit, pour le moment, le feu semble fixé. Le monstre est vaincu. Mais sur l'avant, la tête qui avait été décapitée s'est régénérée. L'incendie a brutalement repris et percé la barrière du feu tactique de Jean-Jacques. Il menace à présent l'antenne de radioguidage de Marignane et rien ne semble pouvoir l'arrêter. On a 2 têtes mises à l'attaque de la tête du feu sur le plateau, mais il y a énormément de projections. Je pense qu'on va se faire sauter là. Si l'incendie reprend, il va déferler sur les villes du littoral. C'est simple, il faut qu'on le stoppe avant la piste. Le temps qu'on remobilise nos engins, qu'on les lève de leur position, les faire retourner sur la côte bleue, ben malheureusement, le feu arrivera certainement devant nous. On dirait qu'un camion va vite, on dirait qu'un groupe d'intervention se déplace très vite, mais c'est pas vrai. Il y a le temps de roulage, il y a les kilomètres à parcourir, il y a les kilomètres de piste, et on ne roule pas à 70 km/h sur une piste, donc tout ça prend du temps. Jean-Jacques lance en urgence un deuxième feu tactique juste sous le vent du pylône. Le feu tactique a rempli sa mission. Les braises tombent sur un terrain déjà brûlé et sur le front de l'incendie, le feu s'arrête enfin à son tour. L'équipage du camion CCF 9, c'est-à-dire 4 jeunes gens, a bien failli mourir brûlés vifs. Cette nuit-là, leur chair a connu la morsure du feu. Il est tellement chaud, irrespirable que la moindre bouffée, ça nous brûle tout à l'intérieur. Et tout ce qui est corporel, où on a l'impression de prendre feu, mais littéralement prendre feu ou fondre. Moi j'ai pensé que mon nez il était en train de fondre, quoi, parce que ça coulait. De me dire je touche pas mon nez parce que je vais le prendre et il va partir en chewing-gum. C'est vraiment un instinct de survie qui nous dit voilà, il faut rentrer dans le camion. De toute façon c'est intenable, hein. C'est soit je rentre dans le camion, soit je meurs. Hein, donc, Avant de monter dans le camion, je pensais qu'on allait mourir à la porte. À l'intérieur, on est tous vivants, on crie, on a mal, mais on est là.
C'est long, on essaye de repartir, le camion est bloqué, encore un coup de mou, on va rester ici, on va brûler dans le camion. Moi, de toute façon, je me suis dit, on va mourir à l'extérieur, on va mourir dedans, on va nous laisser là, il n'y a personne qui va venir. C'était compliqué quand même. Au moment où on remonte tous dans le camion, il y a un collègue qui reste à l'extérieur. J'ai déjà retiré mon gant qui me gênait. En passant à peine la main, c'est là où j'ai senti fondre, entre guillemets. Ils vont arriver, moi je sais que j'étais au volant, donc j'ai klaxonné, j'ai fait appel de phare, mais on ne sait pas s'ils me voient, ils ne me voient pas. Et c'est du moment où ils ont ouvert la porte à côté que de voir quelqu'un autre que nous quatre dans le camion, c'est là où c'est un instant magique. Dans la fumée, l'aube se lève sur Châteauneuf. Malgré le Mistral et malgré les efforts des hommes sur le plateau, l'incendie est si violent qu'il glisse en travers du vent. Il sort du bois, descend la falaise en direction du village et commence à lorgner du côté des premiers jardins. À la base aérienne de la sécurité civile, Pierre Chicha, pilote formateur, et Jean-Marc Mathéo, qui passe sa qualification de chef de bord sur Canadair, attendent l'aube pour décoller. On va aux avions, on appelle, on fait décamper les avions. Et... Allez, c'est parti. Heureusement, l'été, les nuits sont courtes et les Canadair peuvent enfin passer à l'action. Le combat continue avec un allié de poids. Le Canadair CL415 que nous avons actuellement, c'est pas un avion qui est fait pour aller très très vite. Au contraire, c'est un avion qui est fait pour aller assez lentement avec une forte charge d'eau à bord, à peu près 6 tonnes 5 d'eau, de manière à délivrer l'eau de manière très précise et très puissante dans la mesure où l'eau va arriver vraiment groupée. Et on va jouer sur l'effet de souffle de ces 6 tonnes 5 d'eau. On prend contact avec l'Euro, on prend contact avec l'Euro. Ok, bien pris pour info, le Pélican va larguer mi-flanc gauche, je suis en train d'essayer de faire le point pour savoir si on a du personnel. Au sol, les pompiers se mettent à l'abri. Lors du largage, la masse d'eau est capable de briser un arbre ou de tuer un homme. Dans les vallons étroits et abrupts, les camions ne peuvent pas intervenir. Ce sont des détachements d'intervention spécialisés, les DIH, qui se feraient un chemin à la tronçonneuse jusqu'au contact des derniers foyers et les achèvent. « 8 heures du matin. Après 11 heures d'un combat dantesque, le feu finit enfin par s'arrêter à quelques mètres des maisons. Les pompiers sont totalement épuisés après une nuit blanche. Ils commencent le long rangement du matériel disséminé dans les collines. Mais avec le jour, le Mistral remonte très très fort. Et la situation qui semblait sous contrôle dérape encore une fois. On signale une reprise juste sous la ligne à haute tension. Les Canadair ne peuvent pas intervenir. Philippe Delquier, pompier cadre d'hélicoptère bombardier d'eau, n'a que le temps de rejoindre le pilote dans son appareil pour aller faire des largages sur l'incendie avant qu'il ne s'étende. Il nous faut environ 1 minute pour nous rendre jusqu'au lieu de pompage qui est l'étang de Berre. Là, il nous faudra environ 45 secondes pour remplir les 1000 litres qui constituent la réserve d'eau de l'hélicoptère. 30 secondes après, on peut être opérationnel directement sur le feu et pouvoir commencer à travailler. La rapidité des rotations entre le point d'eau et le feu fait que c'est un outil très intéressant, d'autant plus que son agilité lui permet d'intervenir dans des secteurs difficiles d'accès, dans des fonds de vallon. Ça en fait un très bon moyen complémentaire du travail des Canadair. Sous terre, les racines des arbres sont en feu. Alors durant plusieurs jours, les avions, les hélicoptères et les hommes à pied procèdent au noyage des reprises que le Mistral tente d'attiser. Les équipes contrôlent que le feu ne soit pas juste maîtrisé, mais définitivement éteint. Le résultat final est saisissant, désespérant. Les arbres supplient ou réclament vengeance pour eux et pour les milliers d'animaux brûlés vifs.
Reste à savoir pourquoi des feux se déclenchent sans raison apparente. Vincent Pastor, après des années passées à l'ONF, l'Office national des forêts, est devenu expert forestier chez les pompiers. Il vient mener l'enquête sur l'incendie de Châteauneuf. Aujourd'hui, ma mission, c'est d'aller sur le départ de feu de Châteauneuf-les-Martigues, au départ même du feu, pour essayer d'identifier quelle est l'origine de cet incendie. Trouver des indices, trouver des indicateurs qui nous permettront d'identifier la cause. Vincent vient rejoindre une cellule d'enquête Vulcain RCCI, recherche des causes et circonstances des incendies. Il sait relire le déroulement du feu dans les cendres et les plantes pétrifiées par le brasier. La position des branches, les écorces éclatées, lui donnent la direction et la hauteur des flammes. Pionnier dans cette approche assez novatrice, il guide ses collègues et partage son expérience. Cette zone-là, elle est bien brûlée. Juste au-dessus, c'est quasiment pas brûlé. On voit bien 2 vagues de noir. Donc là, forcément, on est là-bas. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Une pierre. Jean-Jacques apporte sa contribution. Ils examinent tous les indices. Chaque feuille, chaque brindille, chaque déchet, mètre après mètre, ces experts remontent la scène de crime jusqu'à la source probable du feu. Mon feu est allé dans ce sens-là. Donc si je veux chercher mon feu, c'est pas la peine que j'aille au-delà. Il faut que je revienne dans cette zone-là. Et là, regarde, j'ai pas beaucoup de dégâts sur les végétaux. Je vais essayer de retourner sur la zone là-bas, on va essayer de se la faire proprement là-bas. Voilà. Là, on les voit bien. Tu vois, on les voit bien, viens voir, regarde. Ça, c'est pas mal, c'est les peaux de crocodile. Là où tu as l'intensité la plus forte de ton feu. On est sûr, avec les forces de police, de bien déterminer quel est le point d'origine du départ de feu. Et pour nous, comme on est malheureusement dans une simultanéité de feu depuis quelques jours, d'essayer de savoir comment procède l'éventuelle personne qui nous embête, de savoir un petit peu son mode opératoire. Dans la zone de départ du feu maintenant clairement définie, la police prélève des échantillons de sol pour chercher des traces de produits inflammables. Les échantillons sont ramenés dans le labo de la police scientifique pour les faire parler. Donc là, on va mettre nos prélèvements à l'étuve à 80 degrés pendant 8 heures. Tous les produits chimiques présents dans la terre vont s'évaporer et seront ensuite analysés. T'as tout vérifié là, c'est bon? À l'aide du NEC Plus Ultra de la technologie d'analyse, un chromatographe, on examine les échantillons. Là, on est à 22 minutes, donc le chromatogramme est vraiment très très plat. Il n'y a rien. Mais là encore, rien. Aucune trace chimique. Comme si les indices avaient été dissimulés ou détruits. Cette étrange discrétion contribue à alimenter la thèse de la malveillance. S'il s'agit bien d'un incendiaire, on sait maintenant qu'il n'utilise pas de liquide inflammable connu. Sa signature, ce serait plutôt la discrétion parfaite, mais personne ne peut rester éternellement invisible. Très vite, l'insouciance refait surface. La saison estivale bat son plein sur la Côte Bleue. Mais pas pour tout le monde. Pas pour le caporal Sébastien Courquin, de garde en caserne. À côté des pompiers, mon activité principale, ça n'a rien à voir. Je suis contrôleur aérien et j'ai des horaires un peu particuliers parce que je travaille autant la nuit que le jour, que les week-ends, que les jours fériés. J'avoue que je mets quand même pas mal de disponibilité au mois de juillet. Mais j'adore ça, c'est la meilleure période de l'année. On se retrouve tous ensemble sur le terrain, c'est la période des groupes feux de forêt. S'il devait se passer quelque chose, j'aimerais bien pouvoir être dessus. Sébastien ne le sait pas encore, mais cette journée va compter pour lui. Cette nuit, ce sera son baptême du feu. Et quel baptême! Vous avez, quand on a vu un départ de feu. On dit 13 au groupe de Martigues, vous prenez intervention pour une activité directe, communautaire Nord-Ouest. Le 15 juillet à 15h15, moins de 24 heures après l'extinction du premier feu, l'alerte est donnée par la vigie directrice. Un incendie menace de nouveau la Côte Bleue. Aussitôt l'alerte confirmée par le Codis 13, Pierre et Jean-Marc décollent. Ils sont leaders d'un groupe de pélicans, le nom de code que l'on donne aussi aux Canadair. Pendant ce temps, bonjour, Pélican, 45 en Delta 9 au départ.
Toujours au Pélican, 45 depuis Delta 9, à niveau piste 31. Vous êtes prêts? Affirmatif, on est prêt. 45, on est prêt. Et j'arrive en buter. Oh, c'est puissance affichée, la puissance est bonne, badin actif 59. Sur la côte bleue, le commandant des opérations de secours revient d'une reconnaissance aérienne sur l'incendie à bord de Dragon, l'hélicoptère. Donc là, on est en train de projeter tous les moyens qui arrivent là-bas. Il se pose à la caserne d'Ansuez où le PC sécurité vient d'être installé. L'équipe cartographie travaille déjà à lui fournir des données. D'accord. Et tu m'avais dit qu'il avait sauté la CB111. Le point le plus dur, ça sera sur le flanc droit en bas parce que c'est extrêmement boisé. Il y a plusieurs maisons isolées, absolument pas débroussaillées. Le début d'un incendie est un moment capital où beaucoup de choses se jouent. Il faut attribuer les secteurs, répartir les forces. Une fois tout le monde en mission, il sera difficile de déplacer les équipes. Les 7 pélicans, emmenés par Pierre et Jean-Marc, viennent écoper chacun 6 tonnes d'eau en 12 secondes. La Noria embarque donc toutes les 5 ou 6 minutes 42 tonnes d'eau à chaque passage. 42 tonnes qui vont être déversées sur l'incendie d'Ansuez. Un mistral fort et très sec déchaîne l'incendie au travers des collines. À l'avant des flammes, l'air brûlant distille la végétation qui laisse échapper des gaz toxiques à très haute température, prêts à s'embraser même à distance du foyer. Les arbres explosent comme des bombes incendiaires et le feu progresse par bonds. Si les pompiers ne parviennent pas à l'arrêter, dans 2 heures, il va ravager les villages de la côte. Carry le Rouet ou Ansuez la redonne. Dragon, l'hélicoptère, s'immobilise pour désigner aux pélicans l'endroit exact où ils doivent larguer. Voilà, on peut se préparer pour le largage. Ok. Pierre et Jean-Marc doivent voler au ras des collines pour être plus précis. Lors de lutte contre le feu de forêt, on va être obligé de descendre. Déjà, on va être toujours près du sol, dans un environnement toujours très chaud, souvent très turbulent. Donc on a besoin de beaucoup de puissance moteur de manière à pouvoir sortir à la fois d'une vallée, de passer un col, de sortir de cette situation-là. Heureusement, à peine largués leurs 6 tonnes d'eau, les Canadair remontent de quelques mètres, s'échappent et replongent vers la mer. Un petit coup de high cap, s'il te plaît. Moi, je mets bien face au vent, parce que là, avec cette force de vent, la moindre divergence, on va la sentir beaucoup. Et le transit ira Charlie. Allez, super. Et comme sortie, alors, je fais bien à l'horizontale, les comme sont sortis. Voilà, il y a des rafales de vent. Donc, 46 livres et comme rentrée. À son tour, Horus, l'avion de l'aérosurveillance, décolle, puis va rejoindre sa zone d'évolution en altitude, loin au-dessus des pélicans. Cette tour de contrôle volante qui embarque du matériel militaire d'observation transmet aux pompiers le meilleur point de vue sur l'évolution du feu et les largages des Canadair. Dans la fumée noire, les norias incessantes des avions annoncent l'éruption du feu. Dans une ambiance de fin du monde, les touristes continuent à se baigner ou à faire des selfies, pendant que l'anxiété monte chez les riverains qui imaginent déjà leur maison détruite par l'incendie. Ils ne réalisent pas à quel point il est maintenant proche d'eux. Cette fois, le loup est sorti du bois et il envahit la ville. Les maisons en bord de forêt sont nombreuses et les pompiers ne peuvent pas mettre un camion dans chaque jardin. Pire, ces charmantes demeures sont nichées au fond de chemins étroits envahis par la végétation. Elles sont souvent retranchées derrière des hauts murs ou des portails cadenassés et sont difficilement accessibles. Tu montes au feu là-bas. Tu montes avec lui. Le suis, tu vas faire la jonction entre les deux. Tu peux lui dire qu'il rallonge. Est-ce que tu as de la longueur? Les habitants protègent leur maison comme ils peuvent, mais doivent finalement évacuer sans savoir ce qu'ils trouveront à leur retour. Allez, laissez tomber, ça sert à rien. C'est des trucs qui brûlent. Et il faut partir, monsieur, dame, là. 500 pompiers sont à l'œuvre.
jusqu'à la maison encore là, c'est bon hein. Mais ils ne suffisent pas à arrêter l'incendie. Là tout à l'heure, le feu était sur moi, il me restait plus que l'autoprotection. Les CCF là-bas C'est malheureusement le train qui s'arrête. Les traverses brûlent sur la voie. Les voyageurs sont coincés entre la gare et le tunnel. Moura annexe, parlez. À Carry-le-Rouel, le village voisin, les hélicoptères HBE larguent de l'eau au ras des maisons pour stopper la propagation du feu. L'Intrépide, l'embarcation de secours des pompiers, arrive de Marseille pour embarquer un officier. Les riverains viennent aux nouvelles, mais le commandant est tenu par le devoir de réserve. La situation est tendue. Il ne faut ni déclencher une panique, ni laisser croire que tout va bien. À bord, les pompiers font le compte des bateaux disponibles. En fait, ils envisagent une évacuation par la mer, mais ne le disent pas encore. Ils sont là ou sont à l'extérieur? Non, ils sont là-bas. Ouais, plus loin. On a fait dégager une partie de là. La jolie calanque s'asphyxie sous la fumée. C'est devenu une souricière dangereuse qu'il faut évacuer immédiatement. Les habitants sont focalisés sur les flammes, mais l'inhalation de fumée est la première cause de mortalité dans les incendies. Attendez, monsieur, dame. Non, monsieur. 3 mécanismes. Brûlure thermique, agression bronchopulmonaire par le monoxyde de carbone et les gaz toxiques, enfin, détresse respiratoire asphyxique par manque d'oxygène. Il y a encore du monde ou quoi? Il y en a en bas, ils partent en bateau là. En bateau, mais là c'est bon. Ils partent là-bas. En milieu urbain, il faut y ajouter le danger d'explosion dû aux citernes de gaz ou aux voitures. On vient de te chercher. Les flammes bloquent le train et les routes. C'est par la mer qu'il faut évacuer les derniers riverains. Dans la fumée, les derniers bateaux quittent enfin le port pour emmener leurs passagers en lieu sûr, sous l'œil d'Horus. Alors que les pompiers se battent pied à pied pour sauver les villages autour d'Ansuès, la vigie repère un deuxième départ d'incendie. Horus confirme un gros départ, à 10 km au sud-ouest de Martigues. 3 Martigues, Colis 13, point d'intervention, commune de Martigues pour un départ de feu en kilo delta 02, Lima 4.1. C'est bien reçu pour le 3 Martigues, pour l'information, panache important en visu, de couleur noire. C'est ce que redoutaient les pompiers. Ce nouveau feu risque de fusionner avec celui d'Ansuès. Salon Morane, mise en route de l'HBE Morane Salon pour un vol sur Martigues, départ de feu, 2 personnes à bord. Beaupin Salon, Colis 13, point d'intervention, départ de feu, commune de Martigues en kilo delta 02, Lima 4.1. À Luynes, Jean-Luc et Sébastien reçoivent leur ordre de mission. Jean-Luc sera le premier sur les lieux. Donne-moi les coordonnées exactes. On peut voir l'hélicoptère devant. Priorité sur le feu de Martigues. Lance-l'eau 13, Colis 13, message bien reçu. Sébastien devait intervenir à Ansuès, mais il sera dérouté vers Martigues. Les Canadair aussi doivent foncer sur Martigues. Ansuès sera privé d'appui aérien. Coup dur pour les pompiers, dont la plupart n'ont pas eu le temps de récupérer depuis l'incendie de Châteauneuf. Si ce n'est pas de la malveillance, ça y ressemble en tout cas fortement. Et les pompiers ne sont pas naïfs. Les Canadair n'ont plus qu'1 heure et 20 minutes pour éteindre le feu. Dans le noir, ils ne peuvent pas intervenir sur un incendie et devront se poser. La tension monte d'un cran pour Sébastien et Jean-Luc. En ligne sur la voie rapide D9, les pompiers se battent pour barrer la tête du feu, mais le vent propage des braises qui traversent allègrement la route. Au-delà, une pinède épaisse s'étend jusqu'au village de la Côte et jusqu'au feu d'Ansuès. Retour sur le terrain à 1500 pieds, Les Canadair enchaînent les largages pendant les dernières minutes qu'il leur reste et parviennent in extremis à arrêter les sautes de feu avant de rentrer pour la nuit. La plupart des camions ont maintenant été envoyés à Martigues.
Priorité au feu naissant. Telle est la règle pour éviter d'avoir plusieurs incendies simultanés. On n'a pas le choix. On n'a pas de quoi combattre plusieurs gros feux et donc on est obligé d'attaquer les petits foyers avant même d'avoir éteint les gros pour être certain qu'on n'ait pas plusieurs gros incendies en même temps. On n'a pas le choix. Pour créer la chaîne de commandement, et même la quantité de bonhommes nécessaires sur le terrain, et on les a pas. Donc deux gros chantiers, c'est très compliqué. Retour à Ansuès. Les choses se calment, mais l'incendie n'est pas encore complètement bouclé. Alors qu'il patrouille dans un quartier déserté, Jean-Jacques découvre une reprise qui menace l'un des derniers bosquets de pins encore debout. Pas de camion, pas d'eau. Mais ça n'arrête pas un pompier expérimenté. Un brandon est tombé sur des vieilles souches. Ça brûle, il n'y a plus personne. Les trois quarts des AG sont repartis sur le feu de Martigues. On se retrouve avec des kilomètres de lisière avec un manque d'eau. On a essayé sur les habitations à côté sont fermées parce que les gens ont évacué. Personne ne peut nous donner ni de l'eau, aucune visibilité sur les tuyaux d'arrosage ni quoi que ce soit. Mais on procède aux méthodes anciennes, ça marche très bien. On va ratisser, on va nettoyer tout le tour du feu et on va le laisser se consumer. Mais ce soir, ça sera recouvert avec de la terre. Ça nous permettra de laisser vivoter ce feu pendant peut-être une journée, mais sans qu'il y ait un risque de reprise. Il est minuit. Certains sont de service depuis l'aube, d'autres n'ont pas mangé depuis 12 heures. Les traits sont épuisés et les visages noircis. Les officiers viennent chercher du ravitaillement pour leurs troupes et repartent avec dans les collines. Au PC, Mathieu Binquet et l'équipe feu tactique de l'Office national des forêts discutent de la situation. Les images d'Horus montrent que l'incendie s'est régénéré sous l'effet du vent. On voit le premier qui refroidit un peu et... Ah mais il a reçu. Là, il a refait contact avec la D9. Le colonel Grégory Allion vient faire un point au PC avec le COS. Combien de colonnes on attend? Le feu tactique ayant fait ses preuves à Châteauneuf, il décide de rejouer cette carte sur Martigues. Dispatching sur les deux feux. Par contre, je voudrais la cellule feu tactique. Je veux une partie de la cellule feu tactique. Jean-Jacques se joint à Mathieu pour repartir à l'assaut. Attends, c'est un couche-tôt. Dans l'urgence, ils essaient de monter le groupe feu tactique demandé par le colonel. Ouais, Vincent. Alors bon, sur Ansuès, c'est à peu près réglé. Et je viens de faire le point avec le colonel à Lyon. Il me dit, mets-moi tout le monde à Martigues. Donc tout le monde, ça veut dire nous, l'équipe de forestiers, et ça veut dire aussi la cellule feu tactique. Là, je suis avec Jean-Jacques et Christophe. Il me demande de voir avec toi si tu penses pouvoir récupérer des personnes un peu en forme et fraîches pour venir faire une, voire deux équipes de feu tactique sur Martigues. Si tu arrives à trouver du monde, parce que là, ils ont déjà quand même bien taffé, ils sont tous bien noircis. Si tu as des gars qui sont un peu plus frais, voilà, ce sera bien. Après, si t'en as pas, on bossera quand même. Hein. Johan. Pendant ce temps-là, à la base aérienne des Canadair, les équipes techniques vont attaquer la maintenance nocturne des avions qui doivent repartir dès l'aube sur le feu de Martigues. Il faut en particulier rincer l'eau de mer dans les moteurs si l'on ne veut pas voir les turbines se transformer en blocs de rouille. Tous les jours, à chaque fois que l'avion est passé en air salin ou écopé en eau de mer, on est obligé de rincer l'avion intégralement pour éviter justement le phénomène de corrosion qui est amplifié avec le sel. Pour le rinçage, on utilise entre 70 et 80 litres d'eau déminéralisée. C'est important qu'elle soit déminéralisée parce que ça évite tout dépôt de calcaire et de minéraux à l'intérieur du moteur. Test alarme incendie. OK, top pétrole. Durant la saison du feu, les avions volent toute la journée. Alors il ne reste plus que la nuit pour faire l'entretien. OK. On va faire un effet de largage. Demain, dès l'aube, ils repartiront sur le feu de Martigues. Mais pour l'instant, à Martigues, le feu cherche à s'élargir par la gauche pour reprendre de l'ampleur. Sans Canadair, dans une pinède épaisse, il faut y aller à pied. Le feu tactique est la meilleure solution. Mathieu et Jean-Jacques ont finalement réussi à monter leur groupe. Sébastien Courquin s'est joint à eux et va découvrir le feu tactique. Là, on vient d'être engagé sur les contre-feux tactiques. C'est quelque chose que je connais pas du tout. L'idée de base, ça va être de brûler des parties qui, du coup, ne pourront plus brûler plus tard. Ils reçoivent pour mission de freiner le développement du flanc gauche. On va éteindre tout de suite ce qui va être en train de brûler. On sera prêt à l'éteindre et on évitera que ça prenne de l'ampleur.
Globalement, en fait, on met une lance prête avec de l'eau. Une fois que la lance est prête, ils allument un feu. Ce feu, il est entièrement maîtrisé, hein, il reste toujours sous surveillance de l'équipe. Et une fois que l'équipe a considéré que la surface était suffisamment brûlée, je procède à l'extinction avec l'équipage de mon camion. Une fois que cette extinction est effectuée, forcément il faut continuer. Il faudrait normalement qu'on traite toutes les lisières du feu de cette manière-là. Donc là on est en train de les suivre. En gros tous les 20 mètres je suis obligé de changer, de rajouter un tuyau parce que moi mon tuyau il fait que 20 mètres, je peux pas le traîner. Donc à chaque fois qu'ils vont un peu plus loin, je redéroule les tuyaux, je rebranche ma lance, j'éteins à nouveau ce qu'ils allument et on continue. C'est de la surface qui ne brûlera plus puisqu'elle aura brûlé sous notre surveillance, sous notre protection. Et ça va permettre normalement d'éviter que l'incendie puisse se propager au-delà de cette barrière qu'on crée. Ça fonctionne, c'est ça qui est génial. L'élargissement du flanc gauche est stabilisé. Mais la tête qui s'est régénérée fonce à nouveau vers le sud-est et va sauter la D9. C'est l'occasion d'en finir. Le commandant des opérations de secours décide de s'appuyer sur la route pour créer une ligne d'appui. Et puis le mur de flammes arrive, décidé à cogner dur. Mais il en faut plus pour faire reculer un sapeur-pompier enragé. Écoute, pour le moment, il y a l'attaque du feu, là, j'ai rien prévu pour toi pour le moment. Écoute, essaye de voir de faire le complément avec une 13 000 et dans le coin. Allez les gars. Allez. Le feu est rabattu, écrasé. La vapeur envahit la chaussée qui prend des allures de sauna. À ce moment-là, on avait réussi à rabattre les flammes, on était vraiment contents. Malheureusement, on s'est retourné. On s'est rendu compte qu'il y avait 3 ou 4 points lumineux dans le massif. Ça veut dire que le feu nous avait sauté avec des bélugues qui étaient passés au-dessus de nous, enflammés, et qui étaient allés mettre le feu 50 mètres plus loin. Les camions lourds interviennent avec leurs canons à eau et frappent les flammes. Mais l'incendie leur échappe et commence à reprendre sa course au travers des collines en direction de la côte. Les pompiers n'ont que quelques secondes pour dérouler les tuyaux et lui courir après. Il a fallu qu'on se dépêche, qu'on traverse la route rapidement, qu'on redéroule tout pour aller les chercher et éteindre ces nouveaux foyers qui s'étaient allumés dans le massif. C'est leur dernière chance. Alors ils se feraient un chemin dans les broussailles épineuses jusqu'aux flammes et arrosent, arrosent, arrosent. Enfin, le feu est rattrapé et éteint in extremis. Jérôme, ça va? Et on a couru après, on les a eus. L'aube se lève sur des hommes épuisés. Au cours d'un ravitaillement bien mérité, on partage des expériences. Sébastien raconte à Jean-Luc comment il a vécu son premier grand feu. Comme c'est mes premiers gros chantiers, j'avoue que j'ai été peut-être probablement plus impressionné que toi. Quand ça commence à devenir vraiment trop compliqué, trop chaud, on pense un peu à l'environnement immédiat qu'il y a autour de nous. Est-ce qu'il y a une maison? Est-ce qu'il y a un autre camion? Est-ce que l'autre camion est en danger? Est-ce que moi je suis en danger? Et on va perdre peut-être l'aspect plus global de l'attaque de ce feu en particulier pour juste assurer la sécurité de tous les gens qui sont dans l'environnement direct du camion et que le camion peut aider, quoi. Le feu est fixé, mais il faut encore l'achever avant que le Mistral et la chaleur ne le relancent. Le capitaine Bargès et le lieutenant Mugeli, appartenant au détachement d'intervention héliportée d'école du PC. Ils font un vol de reconnaissance avec le colonel Skilari qui va prendre le commandement des opérations de secours. Au milieu d'un bois miraculeusement préservé, ils remarquent un gros foyer qui couve sur le flanc d'un ravin, inaccessible aux camions. Cette grosse fumée, elle est dans le feu, mais elle est au milieu d'un îlot de 3 hectares et c'est là que je voudrais mettre le DIH là-bas dessus. Ça brûle un peu au fond. Le DIH,
le détachement d'intervention héliportée est une équipe spécialisée dans les interventions sur des terrains difficiles d'accès. Et après, il faudra traverser 200 mètres à pied pour aller attaquer la zone d'attaque. Les gars du DIH, on s'en bat. Robert, oui, Robert. C'est donc Robert Mugeli, un pilier du DIH, qui est missionné pour préparer l'opération. Ta zone d'attaque, elle est là. Là, ils sont en train de s'installer et c'est là-bas derrière que vous allez trouver. Attendez, il y a 2 Canadiens qui sont là. Ouais, je les vois à gauche, je sais pas si c'est évident. L'espace aérien est très occupé par les pélicans et les traquers qui arrosent généreusement depuis le lever du soleil. On se pose. Ouais, on va faire un demi-tour. L'hélicoptère se faufile jusqu'au terrain et Robert prépare l'intervention des hommes à pied. Non loin de la falaise, il fait installer une citerne mobile qui alimentera les lances. On avance le camion là, on va mouiller par terre et après la cébale sera posée là. Voilà, à peine. Les pompiers du DIH escaladent les pentes pour y établir tuyaux et pompes relais jusqu'au foyer pour noyer soigneusement les dernières braises. J'arrive, j'arrive. Cette fois-ci, le feu a réussi à pénétrer sur le territoire des hommes. Il a détruit des bâtiments, ruiné des familles. Peu à peu, les habitants du quartier reviennent voir ce qu'il est advenu de leur maison. Et l'aluminium, il a fondu. Il faut à 800 degrés à peu près. C'est l'aluminium du moteur. C'est impressionnant. La remorque d'Eric. Quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fumée comme ça, j'ai dit aux enfants de partir parce que c'était pas la peine de respirer, de s'intoxiquer. Là, tout à l'heure, on mangeait, là, sur le coup de midi. Il y a le feu qui est reparti. Il y a l'hélicoptère qui tourne avec le ballon. Il a fait 2 lâchers sur quelques arbres parce qu'il reprenait feu. Bon, l'essentiel, c'est de préserver les personnes et après, on est bien. Ouais. Volontairement ou non, cet incendie a bien été allumé par quelqu'un. Ces feux qui démarrent sans raison dans des lieux déserts les jours de Mistral exaspèrent la population et intriguent aussi les journalistes. Stéphane Rossi, qui est journaliste à la Provence, a suivi toute l'affaire depuis le début. En allant sur le terrain, en interrogeant les gens, en fait, on se rend compte que le soir de l'incendie de Martigues, il y a quelqu'un qui voit sortir précipitamment un homme d'un bosquet et prendre la fuite avec une voiture. Juste quelques secondes après, donc les premières flammes se déclenchent. Donc le gars, le bon réflexe, il prévient la police. On s'est aperçu que l'incendie faisait une boucle. Donc il partait de Châteauneuf, il allait sur la Côte Bleue, puis revenait sur Martigues. L'analyse des caméras de surveillance ont permis de repérer un véhicule qui correspondait à chaque fois. On retrouve cette personne un petit peu à différents endroits alors qu'il n'avait aucune raison d'être là, à ces horaires-là. C'est quelqu'un qui semble passionné par le feu. Le filet se resserre autour de l'incendiaire qui se croit invincible. Tant qu'il ne sera pas pris, il va vouloir rejouer. Mais ces traces, aussi ténues soient-elles, sont toutes patiemment collectées par la police, qui commence à bien connaître son mode opératoire. Il va prendre de plus en plus de risques, et il finira bien par commettre une erreur qui permettra de l'interpeller. Et est parti. On est parti. Les soldats du feu se sont battus pied à pied contre les incendies. Mieux préparés, mieux équipés, ils ont dû faire face à des agressions toujours plus violentes sur un environnement fragilisé et des maisons isolées à la merci des feux de forêt. 3 gros incendies en 3 jours, une mise à feu soignée, pensée pour occasionner le maximum de dégâts, c'est aussi ça, l'été d'un soldat du feu.